Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, j'accueille M. Denis Cormier qui va nous raconter son histoire personnelle, de même que plusieurs implications personnelles qu'il y a eues au cours de sa vie. Bonjour, M. Cormier. Bonjour, madame. Comment ça va? Ah, ça va comme ça, là. Excellent. J'aimerais ça que vous me racontiez, est-ce que les Cormier ont toujours été à Plessisville ou depuis combien de temps sinon? Ben ça, j'ai pas rien de précis là-dessus. J'ai une nièce qui a fait des recherches, mais j'ai pas fouillé beaucoup dans ça. Mon grand-père paternel habitait à Manceau. Et il était marié avec une madame Lachance. Et Lachance, il y en avait à Plessisville. Et ils sont décédés les deux durant la grippe espagnole. Oh. Il y avait 6 enfants, je pense. Il me semble que c'était ça, 6. Et les deux sont morts à l'espace de 6 mois. Alors, j'ai pas connu mes grands-parents Cormier. Pas plus les Rancourt, qui sont les parents de ma mère. Alors, avec les enfants, ils les ont placés chez des oncles, des tantes, des connaissances, et ils ont éparpillés un peu partout. Et ça, c'est arrivé à l'entour de 1912-13, je pense. Okay. Et les 6 enfants étaient séparés. Puis, ils se voyaient pas souvent, hein, parce que dans ces années-là, il y en a une qui était en Abitibi, puis une ou deux autres à Montréal, puis mon père était à Plessisville. Alors, ils se sont vus pour la première fois après les décès de leurs parents en 1950. Mes parents se sont mariés en 1935 et en 1950, ils appelaient ça les noces de cristal. Ça faisait 15 ans qu'ils étaient mariés. Là, ils ont réussi à tous se réunir. C'était la première fois depuis le décès de leurs parents. Oh, mon Alors, Dieu. ça se visitait pas souvent. Hein? Alors, c'est comme ça que mon père est arrivé à Plessisville. Et il y avait un monsieur Laure, marié avec une Lachance, qui était barbier à Plessisville. Alors, lui, il a montré à mon père à faire les cheveux. OK. Mon père a été barbier en face d'où les nouveaux barbiers sont présentement. Là. Au centre-ville. Au centre-ville. Où il y a une bijouterie, c'était le salon de barbier de mon père. Puis là, il y a des bijoutiers espagnols, je sais pas trop, en face, là. Alors, il a travaillé là de l'âge d'environ 15 ans jusqu'à ce qu'il décède à l'âge de 49 ans. C'était pas âgé, hein? Oh! Mais il avait eu les rhumatismes quand il était tout jeune, puis ça s'était acheté sur le cœur, puis... la médecine n'était pas avancée comme elle l'est maintenant. Non, puis à l'époque, il n'y avait pas l'aide non plus pour les familles. C'est pour ça qu'il envoyait, j'imagine, des enfants dans les familles autour. C'est ça. Il les éparpillait. Et du côté des Rancourt, c'est ma mère, ça, elle venait de Lauson. Je me rappelle d'être allé aux funérailles de mon grand-père Rancourt. J'avais 5 ans, je n'allais pas à l'école. Fait que ma mère est allée aux funérailles de son père, puis elle m'avait emmené avec elle. Mais je l'ai vu coucher dans sa tombe, puis avant, les fois d'avant, je ne m'en rappelle pas. Alors, je déplore ça un peu, mais c'est la vie de ne pas avoir eu de grands-parents. J'en ai eu, mais je ne les ai pas connus. Vous ne les avez pas connus? Oui, je ne les ai pas connus. Et vous avez des frères, des sœurs? Oui, on était 8 dans notre famille, 5 gars et 3 filles. Et dans les garçons, le plus vieux est décédé et le plus jeune des garçons. Okay. Puis des filles, j'ai 3 sœurs. Une à Plessisville, sur la même rue où on est présentement, là. Et une à Drummondville et une à Longueuil. OK. Et vous avez fait des études en quoi? Parce que je sais que vous avez été professeur. Oui, j'ai étudié à Trois-Rivières, à l'école normale Maurice Lenoblet Duplessis. Ça avait un beau nom. Oui. C'était un ancien couvent de sœurs. C'est à rue Bonaventure, et c'est là que s'y donnait le cours. Et j'ai étudié à Trois-Rivières, puis après ça, je suis allé travailler à Saint-Ferdinand, puis après ça à Inverness, puis après ça à Plessisville.
Et pour m'aider à payer mes études, j'avais un oncle qui était contremaître pour des grosses compagnies dans le nord, là, comme à Lac-Jeanine puis Gagnonville. J'ai été travailler là un petit bout de temps pour m'aider à payer mes études. Je travaillais à Plessisville dans une épicerie, je gagnais 1,5 piastre par jour. 1,5 piastre par jour. Je travaillais 6 jours par semaine. Le samedi, quand ma semaine était finie, il me donnait 9 $. Mm-hmm. C'était pas payant ben. Et quand vous êtes allé dans le Nord? Je gagnais 1,75 piastre et non par jour. Oh! 1,75 piastre, je travaillais 7 jours par semaine, 11 heures par jour. Ça valait la peine de s'exiler un peu. Oui, ça valait la peine. Et c'est avec ça que j'ai réussi à payer mes études, qui n'étaient pas très, très dispendieuses, mais je comptais à mes élèves que je me gardais 25 cents pour pouvoir m'en revenir à Plessisville le vendredi. Et je prenais le bateau, ça coûtait 20 cents. Il me restait 5 cents, je m'achetais un chip sur le bateau pour grignoter, parce que j'arrivais tard des fois, je m'en revenais en autostop. Et là, il partait à rire. Pourquoi tu prenais pas le pont? Ben, le pont, il n'avait pas de pont dans ce temps-là. Il fallait prendre le bateau si on voulait aller à Trois-Rivières. Et les chips, je leur disais, dans mon chip à 5 cents, je n'avais plus que dans vos chips à 75. Et il était très bonne, c'était des La Violette. Il était fait à Trois-Rivières. Pour vrai? Ah oui. C'est la première fois que j'entends les chips La Violette. Je trouve ça intéressant comme anecdote. Pendant vos années de professeur, je pense, si je me trompe pas, que vous êtes un des membres fondateurs qui a fait la troupe L'Éveil. Est-ce que c'est possible? Ben oui, j'étais au début, pas le premier conseil d'administration, mais pas longtemps après, je me suis joint au conseil d'administration. Et on était en 1980, là. Alors, c'était une bonne chose, je pense, parce que ça a fonctionné durant 42 ans. On a eu des pièces jusqu'en 2001, 2002, quelque chose comme ça. Et ça a permis à plusieurs talents locaux de s'exprimer. On avait au début des bonnes assistances, mais en changeant d'acteurs, d'actrices, on a trouvé des bons acteurs, des bonnes actrices, mais pas assez bons vendeurs. OK. Dans une petite place comme nous autres, là, oui. Faut qu'on soit quelqu'un qui veut faire du théâtre, faut qu'il soit bon vendeur, faut qu'il vende des billets. C'est vrai. Si on ne vend pas de billets, ça coûte assez cher monter une pièce de théâtre. Il faut payer les droits d'auteur, la location de la salle, la publicité, l'impression des billets, des fois acheter quelques vêtements ou quelques éléments de décor. Alors, ça prend de l'argent, puis ça prend des vendeurs de billets, des vendeuses de billets. Mais, et c'était tous des acteurs de Plessisville qui jouaient? Au début, c'était tous des acteurs, puis on en avait beaucoup. On a même 2 années où on a joué 2 fois. Mais les 2 années, la deuxième pièce a été déficitaire. Mais c'était pas très, très grave, parce qu'on avait fait de l'argent avec l'autre, là. Puis, on a joué longtemps, et des bonnes pièces. J'ai des bons souvenirs. J'en ai joué une vingtaine, je pense. Quand même, hein? Ouais, mais après ça, j'ai continué à aider le groupe, là, de différentes manières. Mais j'ai arrêté de jouer parce que je vieillissais, puis je voulais laisser la place à d'autres plus jeunes aussi. Ouais. J'ai eu, moi je ne connaissais pas ça, qu'il y a eu une équipe de baseball à Plessisville, dont vous êtes aussi un des membres fondateurs, si je ne me trompe pas, qui s'appelait les Braves. Bien, je n'étais pas dans les fondateurs, mais du baseball à Plessisville, il y en a eu du très bon baseball. Quand on dit qu'on a joué, les Braves de Plessisville, on jouait contre les Indiens de Québec, puis il y avait Trois-Rivières dans la Ligue aussi, Thetford Mines, il y avait Drummondville, il y avait plusieurs équipes, c'était de la Ligue provinciale. Okay. C'était du bon baseball. Ça a commencé dans quelles années à peu près? Moi, je me rappelle qu'en 1956, il y en avait.
Et les deux instructeurs, c'était Pete Laliberté, originaire de Longueuil, qui a vécu en France, qui a été le père du hockey en France. Lui, en France, il enseignait le hockey, puis au Québec, il enseignait le baseball. Et son coéquipier, c'était Denis Brodeur, le père du gardien de but de la Ligue nationale. Le père de Martin Brodeur. Et c'est ces deux-là qui s'occupaient de la grosse équipe, mais ils donnaient des cours aux jeunes aussi. Je me rappelle, j'avais 12 ans, moi, puis c'est Pete Laliberté qui nous avait montré comment attraper un ballon. Il avait dit, allez-vous-en en dessous, là, placez-vous, quand vous arrive sur le nez, vous allez mettre votre gant sortant. On a essayé ça, puis ça marchait. Il fallait mettre le gant, sans ça, on avait une bad luck. Ouais, mais c'était très intéressant, puis ces gens-là étaient comme impliqués, puis ils aidaient à la relève. Et un peu plus tard, je suis devenu marqueur officiel des Braves de Plessisville. Après, j'ai été dans le conseil d'administration comme publiciste et j'ai monté les échelons, comme on pourrait dire, pour devenir assistant gérant. Benoît Jaleo, du magasin Jaleo de Plessisville, était le gérant général en 1969, la dernière année, et j'étais son assistant. Mais les joueurs, ils venaient des États-Unis en dernier. On n'avait plus de joueurs locaux. Mais il y en a qui disaient comment se fait, il n'y avait pas des joueurs locaux, il y en a des bons. Et on a déjà eu, mais une bonne fois, plus ça allait, plus les autres équipes contre lesquelles on compétitionnait avaient des joueurs étrangers. Alors, si on voulait suivre la parade, là, il fallait qu'on fasse la même chose. Alors, ça a commencé, on avait le droit, mettons, 6 joueurs de Montréal. Il était meilleur, ceux de Montréal, qui disait. Et après ça, 2 Américains, 4 Américains. Ça finit, c'est tous des Américains puis des Dominicains. Nos joueurs, il y en a plusieurs qui venaient de San Pedro de Macorís, en République dominicaine, qui est une ville qui fournit des joueurs dans les majeurs. Souvent, on entend dire d'où vient tel joueur, San Pedro de Macorís ou en République dominicaine. Oui, encore aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, encore, oui. Et on avait des très bonnes assistances. Et on avait gagné le championnat en 1967 en battant Thetford en finale. Et pourquoi que le club s'est, entre guillemets, éteint? Bien, on a décidé de fermer parce qu'on devait trop d'argent. OK. On n'avait pas la population pour soutenir une équipe comme ça parce qu'on jouait plusieurs parties par semaine. Fait que moi, je prends un père de famille qui a 6-7 enfants à la maison. Le baseball, il passe pas en premier, hein. Wow. C'est nourrir les enfants, puis les habiller, puis les loger, tout ça. Alors, les gens, mettons qu'on jouait 2 parties, 2 ou 3 parties, il y en a des gens qui aimaient ça, le baseball, puis ils venaient à 1 partie. Puis ça finissait là. La 2e et la 3e, ils venaient pas. Fait qu'on n'avait pas assez de monde. On avait des dettes un peu. On avait emprunté à Caisse populaire quelques fois. Puis il y en a des gens qui étaient... On signait un billet, là, quand on empruntait, qui était sur 3 billets. Fait que ça faisait une dette assez importante. Puis alors, on a arrêté en 1969. La première année que les Expos ont joué, nous autres, on a fermé. Ouais. Et ces joueurs, simple curiosité, ces joueurs-là ont parti pour aller jouer aux Expos ou... Oh non. Ils n'étaient pas assez forts pour jouer. C'était souvent des joueurs qui avaient été proches des ligues majeures, mais qui n'avaient pas joué des majeures pour différentes raisons. OK. Ils étaient sur le bord d'être choisis, mais des fois, il y a des choses qui nuisaient à leur conduite. Alors, mais on a eu des très bons joueurs. Ben, il y en a eu un qui a joué à Thetford Mines, puis qui a joué pour les Expos après. Pépé Frayus, qui s'appelait.
Mais il n'y en avait pas beaucoup qui allaient des majeurs. OK. Mais c'était des bons joueurs, C'était des bons une baseball. très bonne ligue, Oui, mais oui. Pas aussi forte que les majeurs. pas aussi forte que les majeurs. C'est excellent. Je pense, si je ne me trompe pas, que vous avez été aussi dans le club de ski de fond, la Loutre. Oui, je suis été au début avec d'autres organisateurs qui aimaient le ski. En quelle année? Le ski de fond, c'est ça que je ne sais pas trop quelle année on a commencé ça. Mais au début, il y avait deux versions. Il y avait deux groupes. Un groupe qui voulait faire les pistes alentour du Mont à Pic. OK. Puis un autre groupe qui voulait les faire en arrière de la polyvalente. Finalement, c'est ceux de la polyvalente qui ont remporté. Et je pense que c'est très, très bon. Des belles pistes. On a des gens dévoués qui s'en occupent encore. Alors, moi, j'aimais mieux au Mont à Pic, mais je me suis rallié. J'ai continué à aider dans le groupe qui préconisait la polyvalente. C'est sous des terres privées, la Loutre? Oui, c'est des gens qui donnent la permission de passer. Plusieurs agriculteurs, des cultivateurs, des agriculteurs, des producteurs de sirop d'érable, là. Oui. Acériculteurs. Oui, voilà. Et qui donnent la permission aux gens de passer depuis plusieurs années. Et on les remercie beaucoup. C'est une bonne chose. Bien, c'est grâce à ces gens-là. Il faut les remercier, évidemment, de ces droits, entre guillemets, de ces droits de passage-là, si on veut. Vous êtes très diversifiés. On a passé vite. Non, mais c'est vrai, je suis très sérieuse. On a passé vite tantôt. À la polyvalente, quelle matière avez-vous enseigné? J'ai enseigné l'anglais, langue seconde. Je suis assez vieux pour avoir enseigné en 7e année. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai enseigné à Saint-Ferdinand la 7e année. Il y avait une école de filles, une école de garçons. Oh. Moi, j'avais la 7e année les garçons. J'ai été là 3 ans, puis après ça, quelqu'un m'a offert d'aller travailler à Inverness. Fait que, parce que celui qui enseignait la 7e année là-bas, il s'en allait à Laurierville, je pense. Alors, j'ai accepté de m'en aller à Inverness et j'ai enseigné là 3 ans. 7 ans. 3 ans, c'est Saint-Ferdinand. Inverness, 7 ans. Et là, ils ont enlevé les 7e années. Alors, les professeurs de 7e année, la plupart choisissaient français ou mathématiques. Moi, j'ai choisi anglais parce que je parlais un peu anglais et où je restais en pension, la dame, elle disait pas un mot de français, pas un mot de français. Elle parlait juste anglais. Fait que à ça Inverness? Ouais. C'était qui, la dame? C'est Madame Little. Son mari s'appelait Alan Little. Okay. Au bout de la petite rue, là. Oui. Elle s'appelait Irish. Elle n'était pas irlandaise, mais elle s'appelait Irish. Okay. En tout cas, elle était très gentille. Et j'ai resté là 1 an ou 2, puis après ça, je me suis marié. Et j'ai vécu avec ma femme. On a eu mon garçon là. Puis notre fille est venue au monde, on restait à Inverness. Quand on est déménagé à Plessisville, Éric avait 5 ans, puis Isabelle avait 6 mois, 8 mois, elle n'était pas âgée. Et là, moi, j'ai choisi anglais. Je ne l'ai pas regretté parce que quand j'ai fini ma carrière, j'étais le 2e plus vieux en anglais à Plessisville, à Polyvalente. Puis le plus vieux, c'était Gaston Nadeau. Lui, il choisissait secondaire 5 quand la distribution des tâches. Puis moi, je choisissais secondaire 1, puis tout allait bien. On était contents les deux. Fait que vous avez enseigné à la Polyvalente La Samar combien d'années? Bien, quand ils ont enlevé les 7e années, là, il n'y avait pas de place à Polyvalente pour recevoir deux gangs, là. Oui. Fait qu'ils nous ont envoyés à Saint-Édouard. On était supposé d'être là 2 ou 3 ans. On a resté là 6 ans. On a enseigné 6 ans, juste le secondaire 1 à Saint-Édouard. Puis après ça, il y a eu de la place à Polyvalente, on s'en allait là. Mais j'ai enseigné 6 ans à Saint-Édouard, 17 ans à Polyvalente. Tout additionné, ça fait 33. Ben oui, une belle carrière, hein?
J'ai pris ma retraite jeune parce que j'ai commencé jeune. J'ai commencé à 19 ans. Fait, j'ai arrêté à 52 ans. Et à 54 ans, ils ont dit, Monsieur Cormier, vous avez un cancer, il faut qu'on vous opère. Alors, vous avez un survivant du cancer opéré en 1997. De quel cancer? Cancer du côlon. Et vous avez... Ben, j'ai eu des traitements. Dans le temps, c'était pas comme maintenant, là. Et j'ai eu de chimiothérapie. Un coup de 5 jours de suite en partant, puis après ça, une fois par semaine. Pendant 45 semaines, il fallait que ça fasse 50. Puis ils m'ont sauvé. Fait que, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui meurent à cause du cancer, mais ils en sauvent beaucoup aussi. Ben oui, ben on oui. Le sait moins, on le sait moins. Ben oui. Et moi, j'ai été plusieurs fois au relais pour la vie, là, marcher, la marche des survivants, qui appelaient ça, là. Puis j'allais là pour donner espoir aux autres, puis montrer que tout le monde peut avoir le cancer, puis ils peuvent on peut en survivre. Survivre, ouais. Parce que j'ai entendu déjà, ah ben, maudit, le gros Cormier a eu le cancer. En passant. Puis je l'ai regardé, je le connaissais, celui qui a dit ça. Mais en tout cas, la vie continue. Ben oui. Ouais. Une des implications, oui, on a oublié, je pense, de nommer, vous avez fait partie d'une chorale. Oui, oui. Vous êtes l'instigateur. En 1998, avec d'autres amis des retraités de l'enseignement, on a mis sur pied le Chœur du Vieux Chalet, qui est une chorale de retraités d'enseignement, des anciens professeurs, mais il y a aussi des anciennes infirmières qui sont membres de l'AREC, qui font partie. Puis maintenant, ils en prennent qui n'ont pas enseigné, ils les acceptent dans la chorale. Alors, cette chorale-là a commencé en même temps que le verglas est arrivé, en 1998, et elle existe encore. On a eu un très beau concert il y a quelques dimanches, là, c'était à Princeville, avec la chorale de l'Âge d'Or, 2 chorales. Il était 80 quand il soignait les 2 chorales. C'était un beau concert, puis c'était un beau loisir. Chanter avec les amis. Et j'ai été membre, je suis encore membre de la chorale d'église, le Chœur de la Bonne Humeur. Et des fois, j'allais avec d'autres aider à la chorale de Fatima, parce que les autres, il y avait des hommes dans leur chorale, mais ils étaient jeunes puis ils travaillaient. Quand il y avait une funéraille, mettons, mercredi à 2 heures, les hommes, ils manquaient pas l'ouvrage pour aller chanter. Ben non. Fait qu'ils ils nous appelaient, puis on allait leur donner un coup de main. Ouais, ils appelaient les retraités pour aller les aider un peu. Ouais, c'est ça. Fait que c'était un très beau loisir être dans une chorale. J'en doute pas. Il y a une fondation qui vous tient particulièrement à cœur. Je vais prendre ma note parce que je vais être sûre de ne pas me tromper. La fondation HTAPQ, qui est l'hypertension artérielle pulmonaire. Oui. J'aimerais ça que vous me racontiez qu'est-ce qui vous a porté vers cette association-là. Alors, notre fille Isabelle avait 31 ans environ. Elle a eu un bébé et après ça, elle n'était pas capable de revenir en forme. Elle n'était pas capable de perdre du poids, elle était tout le temps essoufflée. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait. Et ils l'ont examinée à Arthabasca plusieurs fois, durant plusieurs semaines, que je dirais. Elle était sur le bord d'aller s'inscrire à un club de mise en forme, là. Une chance qu'elle n'y a pas été, elle aurait pu mourir là. Ils l'ont envoyée finalement à l'IUCPQ, qui dans le temps s'appelait l'hôpital Laval à Québec. Et ils l'ont diagnostiqué de l'hypertension pulmonaire. C'est une maladie qui attaque le cœur et les poumons. L'artère pulmonaire qui part du cœur et qui s'en va aux poumons rapetisse. Et les petits vaisseaux qu'on a dans les poumons, qui sont très petits, le docteur Langlaben de l'hôpital juif m'avait dit, dans un capillaire, là, on peut rentrer 10 cheveux.
Fait que c'est pas gros, ça, hein? Non. Fait que ça rapetisse, et lui, le cœur, il continue à pousser le sang. Puis, voyons, il se... Ça crée une inflammation, ouais, j'imagine. il grossit. Oui. Il grossit, il devient difforme. Et il y a pas beaucoup d'hôpitaux au Québec qui soignent ça. Il y a 2 hôpitaux au Québec qui soignent ça. L'hôpital Laval à Québec, qui s'appelle IUCPQ maintenant. Oui. Et l'hôpital Juif à Montréal. Fait que la maladie, il y a 4 stades. Et Isabelle était entre le stade 3 et 4. Ça veut dire qu'elle était très, très avancée quand ils ont découvert ça. Ça a pris plus qu'1 an, je pense, avant qu'ils trouvent qu'est-ce qu'elle avait. Et là, il l'a envoyée à l'hôpital Juif parce que le spécialiste de l'hôpital de Québec, il était parti en France étudier pour ça, justement. OK. C'est le docteur Steve Provencher, qui est très gentil, qui est dévoué pour ses malades, qui était absent pour étudier. Fait qu'elle est allée se faire soigner à l'hôpital Juif à Montréal. Quand lui est revenu, ils ont offert à ma fille de retourner à Québec, puis elle était habituée à Montréal, fait qu'elle continuait à être soignée à Montréal. Alors, là, elle avait 31 ans quand elle était diagnostiquée et est décédée à 38 ans le 18 mars 2011. Elle avait une fille de 9 ans qui est rendue à 23 ans, une belle grande fille. Élisabeth, salut. Et là, j'ai fouillé sur Internet pour essayer de trouver s'il y avait une organisation quelconque pour aider les gens qui avaient cette maladie-là. Il n'y avait rien du tout. OK. Il y avait Isabelle et avec 3 amis qui se réunissaient une fois par mois dans un restaurant différent, parce qu'ils étaient dans 4 villes différentes. Puis il s'appelait les Amis de la sacoche parce que le médicament qu'elle était obligée d'avoir, ça allait dans le cœur avec un tube qui sortait, qui allait dans une pompe, qui se portait dans une sacoche. Et ce médicament-là, il fallait qu'il l'ait 24 heures par jour. OK. Et qu'il le prépare le matin, puis qu'il allait dans le cœur régulièrement pour dilater les vaisseaux qui étaient trop petits. Et il avait réussi, je ne sais pas quel des 4, là, à trouver une association en France. Il était obligé pour parler avec des gens qui avaient cette maladie-là, il fallait qu'il aille sur Internet parler en France. C'était pas très, très commode. Une des 4 madames avait fait venir les papiers pour partir un regroupement, mais elle n'avait pas le PEP pour s'en occuper. Et vous l'aviez? Oui. Ah oui. Fait que j'ai dit à ma fille, demande-y les papiers, apporte-moi ça, m'en occuper. Alors, ceux qui ont signé pour avoir les lettres patentes, là, c'est Pauline d'Anjou, Jacques Garriépi de Victoriaville, qui est décédé maintenant, et moi. C'est ça, ces 3 personnes-là qui ont signé pour avoir les lettres patentes, qu'on a eues à la fin de 2006, et on a formé le conseil d'administration en 2007. Il y avait 7 personnes sur le conseil d'administration, 6 anciens professeurs, puis ma fille Isabelle, qui était représentante des personnes atteintes. Ben oui. Ouais. C'est alors, important. On a travaillé très fort durant plusieurs années et il y a encore beaucoup de gens qui sont impliqués et qui travaillent. Là, le conseil d'administration, qui au début était Plessisville, Victoriaville, s'est rendu à Grandeur du Québec. Grâce à vous. Oui, entre autres. Grâce aux pionniers, à ceux qui ont commencé. Et le trésorier m'a dit, il y a quelque temps, on a eu un congrès à Trois-Rivières, qu'on dépassait 1 million de dollars remis aux malades depuis notre fondation. Wow! En différentes manières. Comme là, quand il y a un congrès, ça coûte cher.
Mais ça, moi, je trouve ça très important, un congrès, parce que les gens, ils aiment ça se rencontrer. C'est important. Puis voir d'autres personnes qui ont la même maladie. Oui. Il y en a qui, des fois, je me rappelle, le premier congrès qu'on a eu à Trois-Rivières, il y a un monsieur, il venait de Maria, en Gaspésie. Il ne connaissait pas une autre personne qui avait ça. Et moi, je connaissais une femme pas loin de Maria, là. Carleton? Oui, justement. À Carleton-sur-Mer, que ça s'appelle. Là. Oui. Une madame qui restait là et qui avait cette maladie-là, puis elle n'en connaissait pas d'autres non plus. Alors, je les ai présentés tous les deux, puis ils ont devenu des grands amis. Ils étaient mariés tous les deux, là, des amis de maladie qu'on oui, a... Oui, non, je comprends. Dire, ouais. Ben oui, ouais, c'est important d'avoir des gens à qui on peut parler. Comment tu te sens, toi, dans ça? Et... Oui, puis quel médicament tu prends, puis qui te soigne, puis toutes sortes de choses. Fait que c'est ça. Quand on a des congrès, ça coûte cher, mais je suis certain que ça rapporte beaucoup. On m'a dit qu'il y avait des activités, des levées de fonds. Y a-t-il les ventes de fromage encore? Maintenant, on a 2 levées de fonds principales. C'est la vente de fromage pour Noël et la vente de livres. Là, que cette année, ça va être au mois d'octobre. La vente de livres, c'est au motel Le Phare, oui. Beau temps, mauvais temps. Oui. Puis il y a des livres là. Si vous venez et vous ne trouvez pas un livre à votre goût, c'est parce que vous êtes difficile. OK. parce qu'il va y avoir pour moi 25 000 livres. Là. Et les livres, vous les ramassez où? C'est des gens qui nous les donnent. OK. Un livre, là, vous le lisez une fois, vous le prêtez à votre belle-sœur, elle lit une fois, elle vous le redonne. Il est encore l'air d'un livre neuf. Hein? Oui. Alors... Les gens, peuvent-tu vous faire des dons pour ces livres-là? Ben oui, ils viennent, là, puis on vend pas cher. On les vend, mais pas cher. Non, mais moi, mettons, j'ai beaucoup de livres où je ne sais pas quoi en faire parce que la bibliothèque ne les reprend plus. Donnez-les nous, madame. Oui, mais c'est... on va les prendre. On va même aller les chercher chez vous. OK. Puis on a un beau local prêté par monsieur... faut pas que je me trompe, là. C'est Breton qui est marqué, mais c'est un M. Gosselin, je pense, qui est propriétaire. Oui, Denis. Oui, Denis Gosselin, il nous prête le local, là. Les livres, ils se ramassent là. Parfait. Là, ils sont tous démêlés. Romans, biographies. Oui. Puis quand vous venez au Phare... Oui. Vous, c'est les biographies, supposons, que vous aimez. C'est pas mal ça, pour vrai. C'est marqué biographie en haut, là. Puis ils sont toutes là, là. Moi, j'ai un ami, il achète juste des biographies. Point. Quand je le vois arriver, je l'amène où c'est, biographie, je dis, c'est là, André. Alors, j'imagine que vous avez une horde de bénévoles avec vous. Oui, alors les bénévoles, on a beaucoup pour ça. On a pour la vente de fromage aussi, qui est à Noël. Et on a un peu de problème pour avoir sur le conseil d'administration. Moi, j'ai fait 10 ans président. Je commençais à être fatigué, j'ai arrêté 2 ans. Puis là, il commençait à avoir des problèmes pour avoir quorum. Fait que là, j'ai rembarqué une couple d'années. Puis une bonne fois, j'ai dit... Moi, c'est Denis Cormier, mon nom, c'est pas Dominique Michel. Quand je dis j'arrête, j'arrête pour le vrai. Fait que une bonne fois, j'ai dit, là, j'aide encore, mais je suis plus sur le conseil d'administration. On est pas mal rendu au bout de notre temps. Je vous remercie beaucoup. Ça a été agréable. J'en ai appris beaucoup sur vous. On vous connaissait. Ça me fait plaisir. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Puis on espère, comme vous dites, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer dans le comité, ben tant mieux. N'oubliez pas. Allez-y. On veut avoir vos livres, là. Vous voulez... OK. Vos livres que vous avez plus besoin, là. Parfait. Je vous promets, c'est une promesse faite que au pire, je vais aller les porter chez Nicole. Et je vous promets que vous allez avoir des livres. OK. Merci. Merci beaucoup, à vous. Bonjour.